Merci à chacun et chacune des intervenants, intervenantes d'avoir pris la parole sur ce lien, ces questions entre éthique et confiance. Je pense qu'il ressort des différentes contributions que des régimes comparables, à défaut d'être identiques, existent dans les différents ordres juridiques étudiés. Ils sont comparables en ce qui concerne l'élément déclencheur, souvent un scandale politique, la portée des normes, leur force normative, souvent assez limitée, le contrôle qui est exercé du respect de ces normes, qui lui aussi me semble assez limité, les sanctions qui peuvent être imposées, et enfin l'efficacité des régimes. Donc il y a là beaucoup de critères de comparaison, et je pense que c'est très riche, et donc ça nous permettra de discuter maintenant ensemble pendant une petite demi-heure de cette thématique, donc du lien entre confiance et intégrité. Je ne sais pas si quelqu'un a une question. J'espère, beaucoup même. Si oui, levez la main et le professeur Bouon viendra vous apporter le micro. Merci d'ouvrir le bal. Ce n'est pas une question qui s'adresse à un intervenant en particulier, même si ma réflexion est née de l'exposé de Hugues Dumont. C'est le lien entre confiance et transparence. Depuis ce matin, j'ai l'impression qu'on considère comme relativement acquis que la transparence, la pratique de la transparence, est de nature à générer de la confiance. Je voudrais faire un peu le mauvais esprit en me demandant si ce n'est pas le contraire. Imaginons, ce matin, on a pris l'exemple de la maman avec les babysitters. Imaginons un couple et que l'un des deux dise à son partenaire, écoute, à partir de maintenant, tu me donnes tes codes d'accès à ton GSM, à ton portable, à ta tablette, à ton agenda, parce que je pense que ça générera de la confiance. Je crois que tout le monde admettra que non, que cette pratique de la transparence va au contraire, enfin, elle est en tout cas l'expression d'une défiance. Voilà. Et donc, je voudrais, voilà, je fais un peu le mauvais esprit en disant ça, mais c'est une façon de revenir sur la dialectique entre la confiance et la défiance. Hein. Je le dis maintenant de façon un peu plus positive, c'est-à-dire que ce qui va, je pense, générer la confiance dans les institutions et dans le personnel gouvernant, je pense que c'est la possibilité constante d'une défiance. Hein. C'est-à-dire que la confiance en démocratie, et de ce point de vue-là, je suis tout à fait d'accord avec ce que Martin Loughlin a dit ce matin, c'est qu'en démocratie, la confiance, elle va être générée par la possibilité de contester, de contrôler, de défier, de désavouer, et c'est vrai de l'exercice de la manifestation jusqu'au mécanisme dont on parle. Voilà. Donc je voudrais réintroduire l'idée que quand on parle de confiance, peut-être que c'est l'exercice d'une certaine défiance en réalité qui génère la confiance. C'est l'exercice d'une certaine défiance. Voir laquelle. Alors, à partir de quand est-ce que la pratique de la défiance devient pathologique, devient l'expression d'un populisme ou etc. Ça, c'est la question. Et puis, il y a sans doute des bonnes pratiques de la défiance. Voilà. Donc, c'est sur ce lien entre confiance, défiance et transparence que je propose d'articuler ma question. Désolé, elle est un peu longue. Merci. So I have a finger rather than a hand. Alors, c'est plutôt une réflexion plutôt qu'une question, parce que c'est lié à ce que le professeur Deruel vient de dire. Donc, il y a un livre récent, enfin, de Honora O'Neill, où elle défend cette idée que la culture de la redevabilité, responsabilité, pas tellement de la transparence,
et que ce soit responsabilité juridique ou culture, peut susciter la suspicion plutôt que la confiance. Donc peut-être qu'il faudrait se concentrer sur le fait d'être digne de confiance et les preuves de cela pour les institutions ou autres, plutôt que sur la confiance elle-même. Et je me demandais ce que vous en pensiez. D'autres questions dans la salle, ou on peut aussi ouvrir entre nous, on peut se poser des questions. Ah oui. Merci pour vos interventions. J'aurais une petite question pour Koen Meul, et ça porte justement sur la dernière slide de son exposé, où il a parlé du système qui concerne la Tweede Kamer aux Pays-Bas, par rapport, donc vous parliez des limites concernant la commission de déontologie, et peut-être une solution qu'on pourrait trouver en demandant un avis en termes de déontologie à des experts, mais ce serait in fine, si j'ai bien compris, et vous me le dites si ce n'est pas le cas, l'Assemblée dans son ensemble qui se prononcerait sur l'opportunité ou pas de sanctionner le ou les parlementaires concernés. Et je me demandais dans quelle mesure, en ayant tout petit peu travaillé sur la vérification des pouvoirs par les assemblées, est-ce qu'on ne se trouverait pas dans le même cas de figure, le même problème, dans la mesure où une majorité politique pourrait quelque part se prononcer en faveur ou contre parce que tel ou tel parlementaire appartient à tel parti, et donc on va dire que l'avis, enfin que la sanction finalement parlementaire sera un peu biaisée par cette mécanique des partis politiques, ce jeu politique de majorité et d'opposition. Problème qu'on retrouve aussi dans la vérification des pouvoirs et qui a été souligné, enfin en tout cas condamné dans l'arrêt Mugemangango contre Belgique de la Cour européenne des droits de l'homme. Merci. J'ai peut-être une question aussi. Ah oui, ici à l'arrière. Merci, je vais poser ma question maintenant parce qu'elle est légèrement liée à celle de l'ENA, en tout cas elle concerne les organes de contrôle, et sur le plan européen justement, parce qu'on comprend bien la question de l'autocontrôle, de l'importance de l'autocontrôle au niveau national en raison de la centralité du principe de l'autonomie parlementaire, mais est-ce que ce principe de l'autonomie parlementaire joue également, ou en tout cas de la même manière, en tant qu'obstacle à un contrôle tiers à l'égard des institutions, en particulier de l'institution parlementaire européenne. J'ai l'impression que l'Europe pourrait justement, l'Union européenne pourrait être le lieu où on sort un peu de ce carcan, et malgré tout, on y demeure. Il y a cette autodiscipline, cet autocontrôle qui demeure comme principe dans le contrôle des règles de déontologie. Donc cette question s'adresse davantage à Hugues et Cécilia. Non, donc je peux peut-être utiliser mon privilège de présidente pour poser une question, et puis ensuite, si jamais on peut faire une seconde salve. Ma question, elle s'adresse peut-être plus à Éric Buge, mais peut-être à d'autres aussi. Vous avez mentionné 2 modèles constitutionnels en France, un qui est applicable aux magistrats, qui ont un devoir d'exemplarité maximale, si j'ai bien compris, versus un système beaucoup plus souple et même de protection du corps politique, pour l'appeler comme ça, ou des gouvernants, pour utiliser vos mots, qui, eux, bénéficient d'immunité. Et entre ces 2 modèles, pour le moment, il y a tout un dispositif de règles visant à protéger l'intégrité politique, mais qui, alors vous dites que c'est un mouvement affirmé, mais d'une certaine manière, qui est bloqué par le régime d'immunité. Et donc j'ai l'impression que ce qui était possible pour les juges, à savoir de sanctuariser constitutionnellement leur devoir d'intégrité, doit pouvoir être possible aussi pour le politique. Et donc que si on voulait vraiment la construction d'un modèle d'éthique publique affirmé, il faudrait mobiliser le corps constitutionnel plutôt que ce qu'on est en train ce qui se passe pour le moment, ce dont on est témoin en Belgique aussi, avec des règles de soft law non contraignantes, ou contraignantes mais difficilement applicables ou appliquées, sans évidemment omettre l'importance du principe de la séparation des pouvoirs et des règles d'immunité, mais justement le fait d'élever le statut
au rang constitutionnel permettrait de mettre en balance ces deux principes, à savoir éthique politique et immunité et séparation des pouvoirs, qui semblent à certains moments se contredire ou rentrer en tension. Mais c'est un phénomène qu'à mon avis, on doit aussi observer au Royaume-Uni. Et là, alors, il est question, si j'ai bien compris, de statutariser, donc de faire a statute, to provide a statutory footing for the... Et donc ça irait contre la séparation des pouvoirs telle que c'est compris en Belgique. Et en tout cas, ça, c'est ma compréhension de la jurisprudence du Conseil d'État. Et donc, j'aimerais savoir comment c'est proposé avec l'articulation de la séparation des pouvoirs telle que proposée au Royaume-Uni. Question se clôt comme ça. Qui veut commencer à répondre, peut-être vous, vu que... Très brièvement sur les deux premières questions liées à la question de la transparence et la question de la trustworthiness, qui en fait, sauf erreur de ma part, n'a pas de traduction en français, digne de confiance, que je trouve très intéressante. Et en fait, en réfléchissant, moi j'ai travaillé sur la notion de confiance dans ma thèse de doctorat, et donc j'ai analysé aussi des travaux, notamment de Niklas Luhmann, qui ont été cités ce matin. Et lui, il définit, si mes souvenirs sont exact, la confiance comme un mécanisme de réduction de la complexité sociale face au manque d'information. En fait, la question de la transparence, pour moi, est une autre question qui ne va pas forcément de pair avec la confiance, parce qu'avec la transparence, on rend la confiance inutile, en fait. Donc pour moi, si on veut augmenter la transparence, c'est quelque chose qu'on peut vouloir faire, mais alors on ne parle pas de diminuer la confiance, c'est juste ces deux problématiques différentes et qui la rendent inutile. Par contre, je suis tout à fait d'accord with your remark about trustworthiness. Je suis d'accord avec votre remarque du digne de confiance. Si on veut renforcer la croissance, il faut renforcer le digne de confiance. Donc peut-être que des règles ou d'autres éléments qui accordent certaines garanties de ce que l'on attend, mais ne vous donnent pas la preuve que ce sera respecté, parce qu'à ce moment-là, on n'a plus besoin de confiance. Donc je crois que ce sont deux niveaux d'action différents et c'est très intéressant d'avoir ça en tête lorsqu'on travaille sur ces questions. Je ne sais pas si on m'entend bien. Oui, voilà. Je voudrais, en réaction à l'intervention d'Édouard Delruel, évoquer la distinction que Pierre Rosanvallon fait entre l'utopie de la transparence, l'idéologie de la transparence, et une dimension instrumentale, une version instrumentale de la transparence. Dans ce niveau-là, Rosanvallon, que je n'ai pas pu citer dans mes conclusions parce que Madame la Présidente ne m'a pas permis de les prononcer, je vous avais proposé une version un petit peu dure. J'ai une admiration sans borne pour les travaux de Pierre Rosanvallon, mais il faut dire que quand il parle de l'Union européenne en quelques lignes, de manière absolument caricaturale, il révèle la méfiance que beaucoup de gens éprouvent à l'égard de l'Union européenne par l'effet de l'ignorance. Mais cela dit, Rosanvallon dit des choses tout à fait intéressantes dans tous ses livres, et notamment cette distinction qu'il fait entre trois figures de la transparence. La figure utopique, elle trouve évidemment son héros, si je puis dire, dans la philosophie politique de Jean-Jacques Rousseau. La transparence caractérise une relation immédiate avec soi-même ou les autres, où, dit-il, rien ne s'interpose entre les consciences. C'est absolument affreux. C'est l'évidence d'une immédiateté des esprits et des cœurs qui se substitue aux aléas de la discussion et de la négociation. Alors, cette utopie se transforme en idéologie quand elle anime une conception de la politique qui fait de la transparence la valeur centrale et du toujours plus de transparence le critère cardinal du progrès démocratique. Je cite Rosanvallon parce que je trouve que c'est profondément exact. La transparence devient alors une vertu qui se substitue à la vérité ou à l'idée d'intérêt général. Avec elle sont supposées se dissoudre, sur un mode platement métaphorique, les tensions et les difficultés du monde. Faute de savoir ce que le pouvoir doit positivement faire, on ne se soucie plus que de ce qu'il devrait être. Mais on le fait dans des termes qui reviennent à rêver à sa dissolution. Il ne s'agit pas de limiter le pouvoir, comme dans la perspective libérale, mais de le contraindre, et pour ainsi dire, de le transfigurer. Le problème étant qu'il finit, dans ce cas, par s'user et s'épuiser
jusqu'à ne plus pouvoir répondre aux injonctions qui lui sont adressées. La nouvelle utopie de la transparence devient de la sorte le moteur même du désenchantement qu'elle entendait conjurer. Et puis alors, il présente évidemment la version instrumentale de la transparence au service de la démocratie, au service de l'intégrité ou de l'exemplarité. Je pense que c'est vraiment une distinction qui est intéressante, et notamment pour rebondir aux suggestions tout à fait récentes que Stéphanie Novak fait dans un livre qui vient de sortir sur la conflictualité dans l'Union européenne. Je n'ai pas eu le temps de présenter cette idée de Stéphanie Novak. Donc Stéphanie Novak, c'est vraiment une politologue française qui étudie de manière extrêmement approfondie le processus d'élaboration des décisions au sein du Conseil des ministres de l'Union. Elle réfléchit en termes de responsabilité démocratique. Donc je rebondis sur l'accountability. Et donc pour elle, c'est clair que pour honorer l'exigence de la responsabilité politique, il faut éclairer absolument toutes les prises de position successives qui ont pu être tenues par les partisans à une négociation. Et elle recommande la publication des documents des groupes de travail et du comité des représentants permanents, donc le Coreper, qui prépare toutes les décisions au sein du Conseil, dans le but, dit-elle, d'accroître la responsabilité démocratique des acteurs, des compromis sans lesquels le processus décisionnel serait condamné à l'échec. Donc elle écrit « Le compromis et le consensus, s'ils sont présentés aux citoyens comme les résultats d'un processus qui s'est déroulé à huis clos, ne leur permettent pas d'identifier les débats et contradictions qui sont apparus durant le processus. Or, la responsabilité démocratique suppose que les citoyens soient en mesure de déterminer qui a défendu quelle position pendant le processus décisionnel. » Eh bien, j'ai beaucoup d'admiration pour les travaux de Stéphanie Novak. Quand j'ai lu ça, j'ai eu quand même un OK. Je me suis dit, là, on est dans l'idéologie de la transparence. On est dans l'idéologie de la transparence. Au fond, quelque part, on s'en fout si, par un excès de transparence, on rend le processus décisionnel à l'intérieur du Coreper et à l'intérieur du Conseil des ministres pratiquement impossible. L'essentiel, c'est la transparence. Voilà. Donc, voilà, je me suis expliqué là-dessus. La question de... Enfin, on peut ne pas être d'accord là-dessus, hein, donc je me rends compte que vraiment, je prends une position assez nette, mais voilà, je crois que trop de transparence tue la transparence, mais donc il faut admettre des poches de secret, de confidentialité, mais momentanées. Au terme de la négociation, on allume les grands phares, on allume les projecteurs, et la transparence, évidemment, s'impose, y compris pour les motivations, etc. La question de Julien, elle est tout à fait intéressante, évidemment. Est-ce que l'équivalent du principe de la séparation des pouvoirs à l'échelle du système institutionnel de l'Union européenne, à savoir le principe de l'équilibre institutionnel, nous imposerait une telle timidité ou une telle réserve, comme Kuhn-Meul en a parlé pour ce qui concerne les avis du Conseil d'État concernant les commissions de déontologie dans les différentes assemblées parlementaires belges. Alors, c'est une très belle question. Quand je lis les recommandations du groupe de 10 personnalités qui veulent vraiment compléter les règles de transparence, énoncer des règles d'incompatibilité, doter un organe européen d'intégrité unique et indépendant de pouvoirs d'enquête, de contrôle et de sanction. Je ne suis pas sûr que dans les 10 personnalités, il y avait un spécialiste du système institutionnel de l'Union européenne. Parce qu'évidemment, ce n'est pas par hasard que l'organe européen d'intégrité qui a été mis en place suite à un accord interinstitutionnel entre la Commission, le Conseil, le Parlement et j'en passe, n'a qu'un pouvoir extrêmement limité. Parce que précisément, au nom de l'équilibre institutionnel, de la nécessité de respecter les prérogatives de chacun, cet organe commun n'a qu'un pouvoir très très limité. Or, nos 10 personnalités recommandent que cet organe européen d'intégrité unique et indépendant soit muni de pouvoirs d'enquête, de contrôle et de sanction. Et donc moi j'ai envie de dire, oui, il faut le faire, mais ça suppose qu'on prenne des libertés avec le principe de l'équilibre institutionnel. Et force est de constater qu'actuellement, les responsables de toutes les institutions de l'Union européenne ont freiné des 4 roues devant la perspective de donner à cet organe d'éthique des pouvoirs substantiels.
Oui, sur la comparaison avec la vérification des vérifications des pouvoirs. C'est clair que si on donne cette décision à une assemblée parlementaire ou une commission parlementaire, il y a toujours un risque qu'il y a des enjeux politiques qui vont jouer. Et d'ailleurs, quand je regarde, je l'ai examiné à l'époque, le cas de M. Crombé, cette décision est complètement incompréhensible. Et donc là, je présume qu'il y a des enjeux politiques qui ont joué. Il y a quand même une différence avec le problème de la vérification des pouvoirs, parce que bon là, il y a des sièges politiques qui sont en jeu. Ici, il s'agit plutôt de sanctionner un parlementaire, donc l'enjeu n'est pas le même. Je constate aussi que donc, au niveau belge, l'unique commission de déontologie purement parlementaire, c'est au niveau du Vlaams Parlement, qui a été en mesure de prendre des décisions, surtout en début de sa création. Donc sa première législature, elle a été saisie de 20 affaires, dont 4 affaires, elle est arrivée à la conclusion que la plainte était fondée. Elle a décidé de ne pas imposer de sanctions parce qu'elle trouvait que c'était un instrument pédagogique. Et on a évoqué cette fonction de la déontologie ce matin. Mais elle est arrivée à une conclusion. La deuxième législature, la même chose. Elle a eu 13 plaintes. Dans 6 affaires, elle est arrivée à nouveau à la conclusion que la plainte était fondée. Donc l'unique fait que c'est un organe politique qui décide n'empêche pas qu'elle arrive à des conclusions. Mais alors, le modèle hollandais que j'ai évoqué à la fin de mon intervention, je trouve intéressant parce qu'elle permet d'associer à la fois l'expertise externe et la prise de décision politique. Et je crois que quand l'expertise externe est renforcée, quand l'organe externe, donc les commissions de déontologie ou dans le cadre de la deuxième chambre hollandaise, le comité d'experts, dispose d'un pouvoir d'examen approfondi qui lui permet d'arriver à des conclusions motivées et recherchées, l'autorité de cet avis sera telle que les enjeux politiques pèseront moins lourd. Et ce sera de plus en plus compliqué par une assemblée parlementaire de s'écarter d'un avis donné par un organe d'experts tel que ça existe aux Pays-Bas, qui a, après une enquête approfondie, est arrivé à un avis motivé décidant si oui ou non il y a eu une violation du code de déontologie. Et donc ça permet de combiner les deux éléments. D'un côté, la prise de décision politique qui permet de respecter l'autonomie parlementaire, mais aussi l'examen par des experts externes qui vont faire que c'est de plus en plus difficile de prendre des décisions purement politiques. Merci. Alors je me tourne vers vous si vous voulez aussi réagir. Merci beaucoup pour ces questions très intéressantes. Je vais peut-être prendre quelques éléments des questions puis rebondir aussi sur des choses qui ont été dites autour de 3 points. Alors sur le lien entre confiance et transparence, il me semble que c'est une question qu'on peut poser à plusieurs niveaux. On peut bien sûr la poser au niveau empirique, de savoir si concrètement les lois qui ont promu la transparence ont créé un sursaut de confiance. Et jusqu'à plus ample informé, il me semble qu'on peine à déduire une augmentation de la confiance des lois sur la transparence. C'est le premier élément d'analyse. Deuxième élément d'analyse, lorsqu'on regarde les travaux parlementaires. Quelle a été l'intention des législateurs lorsqu'ils ont fait des lois sur la transparence? Et là, c'est l'inverse. On trouve le terme de confiance à chaque ligne. C'est-à-dire l'objectif des législateurs lorsqu'ils font des lois sur la transparence, souvent contraint et forcé, c'est de restaurer la confiance. Et pourquoi restaurer la confiance? Restaurer
parce que la confiance a été abîmée par un scandale précédent, et donc il s'agit de contrebalancer l'effet de ce scandale. Par rapport à l'analyse du professeur Dumont sur les débats au Coreper, je suis loin d'être un expert des institutions européennes, mais je ferai un parallèle avec le fonctionnement du Parlement français, puisque la question de la publicité des travaux en commission s'est posée au Sénat à la suite de la dernière réforme constitutionnelle. Donc en 2008, grosso modo, on a fait en sorte que le texte qui est discuté par l'Assemblée parlementaire soit le texte élaboré par sa commission. Et donc ça revenait à donner aux travaux en commission valeur législative. C'est-à-dire les travaux de la commission contribuaient à écrire la loi. Et là, il a été décidé à ce moment-là d'ouvrir au public les travaux en commission. Parce qu'on est sur l'écriture de la loi, et donc on considère qu'il y a un intérêt général supérieur qui s'attache au fait que les travaux en commission soient publics. Et le Sénat a essayé de résister, et d'ailleurs a toujours un peu de mauvais gré à rendre publics ces travaux en commission, au motif que ça empêcherait les accords, effectivement, et les compromis, la négociation, etc. Mais c'est ce principe supérieur que lorsqu'on écrit la loi, c'est public, qui s'est imposé pour les assemblées parlementaires au moins au XIXe siècle, qui a prévalu, y compris en 2008. Deuxième point, s'agissant de l'autonomie parlementaire, et là encore, la question était posée sur le Parlement européen, versus intégrité des représentants. Donc, grosso modo, comment est-ce que malgré l'autonomie des parlements, on peut avoir des politiques plus fortes pour garantir l'intégrité des représentants? Il me semble, mais sous le contrôle de mon voisin de gauche, que pour le coup, le Parlement qui était le plus loin, c'est la Chambre des communes, où à la suite du scandale des notes de frais, on a créé une institution indépendante chargée d'un élément central du fonctionnement du Parlement britannique, du statut des députés britanniques, qui a été la détermination de leur rémunération. Et donc s'il y a bien un élément qui participe de l'autonomie financière de la Chambre, c'est bien la rémunération normalement des parlementaires. Et donc ça montre que, y compris dans des parlements classiques, lorsqu'il y a une volonté politique liée à un scandale qui a été un scandale considérable, il y a bien des moyens de passer outre la séparation des pouvoirs et l'autonomie parlementaire pour créer des institutions de contrôle qu'on juge nécessaires et plus efficaces que le mécanisme d'autocontrôle parlementaire qui préexistait. Troisième élément, s'agissant des normes d'intégrité qu'on peut appliquer aux responsables politiques, et est-ce qu'il ne faudrait pas une réforme constitutionnelle? C'est une autre manière de poser la même question. Grosso modo, est-ce que pour aller plus loin, on ne pourrait pas aller jusqu'à réformer la Constitution? Et dans quelle mesure faudrait-il réformer la Constitution? Alors, vous savez que le grand constitutionnaliste américain Bruce Ackerman, dans son article sur la nouvelle séparation des pouvoirs au début des années 2000, a préconisé précisément l'instauration d'un pouvoir de l'intégrité. Il dit, en plus des pouvoirs qu'on distingue traditionnellement dans le cadre de la séparation des pouvoirs, il faudrait une branche, il résonne avec les termes américains, anglo-saxons, une branche sur l'intégrité et une branche sur la protection des droits. Et donc ça fait partie des réflexions des constitutionnalistes aujourd'hui qui s'émancipent un peu de la tripartition des pouvoirs législatifs, exécutifs, judiciaires, de voir s'il n'y a pas d'autres branches ou d'autres pouvoirs qui devraient être instaurés, qui bien sûr du coup empiéteraient en partie sur les compétences de tel ou tel pouvoir qu'on reconnaît actuellement. Et une dernière remarque s'agissant de l'organe d'éthique européen qui pourrait être doté de pouvoirs plus substantiels. Bien sûr, il y a une opposition des responsables politiques en place. Ça, c'est toujours le cas. J'ai rarement connu des parlementaires qui, un jour, disaient on va s'astreindre à des contrôles vraiment plus importants, avec des sanctions très très lourdes, et puis un mécanisme de contrôle qui va être très inquisitorial pour nous.
C'est toujours le résultat de scandales et donc une négociation sous la pression entre l'opinion publique qui réclame une réforme, ou en tout cas on pense que pour calmer l'opinion publique il faut une réforme pour dire ce scandale ne pourra plus se reproduire, parce qu'on a mis en place des garde-fous qui font qu'il ne pourra plus se reproduire. Et donc effectivement, toute l'activité de ceux qui proposent des réformes en la matière, c'est de mettre des idées sur la place publique, et puis d'attendre qu'une fenêtre d'opportunité liée à un scandale s'ouvre pour ensuite que la réforme puisse être mise en place. Mais pour le coup, ce lien entre scandale et réforme en matière d'intégrité est très documenté dans l'ensemble des pays. Je vais citer quelques exemples tout à l'heure pour la France. Sur le Royaume-Uni, c'est la même chose. Les États-Unis, c'est la même chose. La grande loi américaine Ethics in Government Act fait suite au Watergate, et c'est pas un hasard. Thanks very much. Merci beaucoup. Donc, discussion très intéressante après plusieurs points pour répondre à votre question sur la séparation des pouvoirs dans un instant. Tout d'abord, Honora O'Neill, je crois que je les ai lus et je pense que c'est intéressant. Et je pense que dans ce qu'elle dit sur la culture de la suspicion qui est créée par un excès de responsabilité, j'ai du mal à aller jusqu'au fait de dire qu'on a trop de responsabilités au Royaume-Uni ou peut-être dans les démocraties occidentales en général. Mais ce que j'ai retenu de ces propos, c'est le besoin de réfléchir à une réforme constitutionnelle procédurale en conjonction avec la constitution matérielle. Je pense que c'est quelque chose d'important et vous parliez de l'importance du contexte et je crois que c'est intéressant. C'est ce qui est la responsabilité en tant que concept, c'est que ce n'est pas seulement la responsabilité imposée de l'extérieur, mais également la responsabilité interne des participants dans leur pratique. Je crois que c'est important et je crois que cela a manqué pendant un certain temps au Royaume-Uni quand j'ai pensé l'élément interne de cette responsabilité. Et c'est ce que je retiendrai de ces propos. L'autre chose, et c'est là que c'est vraiment difficile, et je ne pense pas qu'il y ait des réponses faciles, quand on pense à la solution de procédure avec la constitution sociale, économique, matérielle, d'une certaine manière, Boris Johnson, est-ce que c'était un accident qu'on a eu cette atteinte aux normes, aux responsabilités? En même temps, on a vu de l'austérité qui empêchait l'État de réagir de manière efficace à la fourniture de services publics. Je pense que ce n'est pas le cas. Je crois qu'il faut qu'il y ait comprendre le lien entre ces deux choses. Et je ne pense pas qu'il s'agit de moindre responsabilité. Il faut voir comment l'État livre ses services publics en lien avec le débat sur les bons mécanismes de responsabilité, pas dans l'autre sens, parce que je crois qu'on a relié les deux. Il peut y avoir ce résumé aride. Quel mécanisme de responsabilité qu'on peut introduire maintenant? Et un autre débat séparé, est-ce que l'État a assuré ses services publics? Je pense qu'il y a un lien entre les deux. Donc je crois que c'est vraiment une question très intéressante. Pour la statutarisation et la séparation des pouvoirs, ou les versions de ce qu'on en comprend au Royaume-Uni, d'une certaine manière, le fait qu'on est mal à l'aise au Royaume-Uni avec la séparation des pouvoirs, je crois que l'idée de reprendre ce qui est principalement un document politique à imposer, utilisé par des acteurs politiques, et même si c'est légaliser le fait qu'il existe, quels sont les obstacles à cela? On voit que cela rend flou les lignes avec la politique et le risque que ça pourrait encourager encore plus les cours de ne pas s'aventurer sur ces terrains, mais ça se fait déjà. Il y a eu un cas d'examen sous Boris Johnson, les syndicats de la fonction publique, pour savoir si le code ministériel tel qu'il est maintenant pourrait être appliqué par les cours. La décision de Johnson de ne pas licencier son ministre de l'Intérieur qui faisait du bullying, et on a dit non, elle n'a pas violé le code et donc je ne vais pas la virer. Donc il y avait un examen de la Cour et je crois que la Cour a dit à tort que
le code ministériel peut être public s'il peut être interprété par une cour, et Johnson n'a pas adopté d'interprétation de cela pour des raisons politiques, donc il n'y a pas de recours. Mais je crois que c'était une mauvaise chose que d'aller dans ce sens-là, mais si la cour peut déjà le faire, alors quel est le véritable risque de le mettre sous base statutaire? Et donc je crois qu'il y a des divisions plus politiques qui sont bien senties. Et comme vous parliez des évolutions plus larges sur des institutions de garantie, une quatrième branche en dehors des trois pouvoirs et une composition mixte de ces institutions, je crois que c'est peut-être ce que le Royaume-Uni devrait envisager plus sérieusement. Et il semble que la volonté politique ait un peu disparu.